Si tu es parent d'un enfant qui a un TDAH, souvent on a dû te proposer un traitement médicamenteux. Et quand tu en parles à ton entourage, la plupart des personnes vont te dire « Mais non, ne donne pas ça à ton enfant, les médicaments pour le TDAH, c'est de la drogue ». Et en fait, il y a beaucoup de méconnaissances et aussi de confusion autour des traitements sur le TDAH. TDAH, les médicaments sont-ils des drogues ? Dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de donner mon avis sur le traitement. Je rappelle qu'un avis médical est recommandé pour tout enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, mais mon objectif est juste qu'on puisse mieux comprendre comment se structurent les traitements médicamenteux autour du TDAH, quels sont les différents types de molécules, comment elles agissent, surtout si on peut les assimiler ou non à des drogues, s'il y a un potentiel addictif ou non. L'idée de cette vidéo, c'est d'être vraiment objectif sur les traitements médicamenteux et aussi de vous expliquer à la fin que finalement le choix d'un traitement ou non revient à vous, mais aussi à l'équipe médicale qui gère votre enfant et que ce choix ne se fait pas uniquement sur le critère de est-ce que c'est une drogue ou non, mais sur différents critères que nous allons exposer en fin de cette vidéo. Je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste et je suis aussi maman d'un petit garçon qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et bien évidemment, en ce qui concerne la médication, après le diagnostic, c'est la première alternative thérapeutique qu'on nous a proposée. Et puis finalement, je me suis beaucoup renseignée sur la question, d'une part puisque j'ai eu besoin d'être rassurée, et ça c'est une chose qui s'est faite relativement vite, et d'autre part puisque j'ai eu besoin d'ouvrir un petit peu le champ de perception autour non seulement de la médication, mais aussi des autres thérapies, des autres prises en charge qui sont peut-être moins conventionnelles et qui peuvent aussi aider dans le cadre d'un trouble déficitaire de l'attention. Je rappelle encore une fois qu'un traitement ne doit jamais être arrêté sans un avis médical et que la prise en charge thérapeutique, médicamenteuse ou non de votre enfant est votre choix et celui aussi du cercle médical de votre enfant. Et quoi qu'il en soit, il est vraiment important que chaque enfant soit suivi, qu'il soit médicamenté ou non, à partir du moment où il y a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention. Du coup, dans cette vidéo, on va adresser 4 sujets. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement la médication dans le cadre des troubles déficitaires de l'attention? Est-ce que ça correspond vraiment à la définition d'une drogue ou non? Est-ce qu'il y a un risque d'addiction ou un danger quelconque pour nos enfants? Et surtout, quels sont les points à considérer pour faire le bon choix en tant que parent? Commençons déjà par les différents traitements médicamenteux du TDAH. Quand on parle de médicaments pour les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, on parle principalement de 2 types de molécules. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les médicaments psychostimulants. Et la seconde catégorie, ce sont les médicaments non stimulants. Alors les psychostimulants, c'est ceux qui sont le plus recommandés et ceux dont on entend le plus parler. Dans les psychostimulants, on a cette fameuse molécule qui s'appelle le méthylphénidate, qu'on va retrouver par exemple dans la Ritaline, dans le Concerta, qui est une molécule qui est largement éprouvée en fait. Dans le TDAH, c'est pas une molécule nouvelle, elle est déjà utilisée depuis de nombreuses années, elle fait l'objet de nombreuses études, pas uniquement des études qui sont réalisées par les laboratoires qui produisent la molécule, mais aussi des études indépendantes. En termes d'efficacité, il est irréfutable que cette molécule est très efficace sur les troubles déficitaires de l'attention. Souvent, les changements sont même très rapides et cela peut donner un souffle et une optimisation vraiment réelle du comportement à l'école et notamment chez les enfants qui sont en difficulté scolaire. Ça peut vraiment être très révélateur. Les médicaments psychostimulants vont avoir tendance à augmenter en fait les taux de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau, notamment au niveau de certaines parties du cerveau qui vont augmenter justement l'attention et la concentration. Ils vont travailler principalement sur la recapture de la dopamine, c'est-à-dire sur l'élimination en quelque sorte de cette dopamine, ce qui fait qu'on va se retrouver avec beaucoup plus de neurotransmetteurs disponibles et donc, l'attention, la concentration, la focalisation et le calme seront plus facilement rétablis. Il faut comprendre aussi que ces médicaments vont agir quand on les prend et ne vont plus agir à partir du moment où on ne les prend plus. L'effet est rapide, mais il se dissout aussi très rapidement. L'objectif des psychostimulants, c'est de permettre au cerveau TDAH de rester finalement sur la bonne fréquence et de pouvoir suivre un apprentissage dans les meilleures qualités avec des flux de dopamine et de noradrénaline augmentés au niveau du cerveau de l'enfant. Et puis la deuxième famille de traitements, ce sont les traitements qu'on appelle les non-stimulants. C'est le cas de l'atomoxétine, c'est le cas de la guanfacine, qu'on va plutôt choisir soit quand on a une contre-indication aux psychostimulants, soit quand les psychostimulants n'ont pas eu d'effet, car il faut savoir que ces traitements-là agissent beaucoup plus lentement, mais parfois ils donnent des effets secondaires qui sont bien moindres que les psychostimulants.
Alors maintenant, pour répondre à la question que la majorité des parents se posent, et puis également que souvent les amis, la famille se posent, est-ce que ces médicaments-là sont des drogues ou peuvent être assimilés à des drogues? Scientifiquement, une drogue, c'est toute substance qui va modifier le fonctionnement du système nerveux central. Ça inclut des éléments que vous connaissez certainement comme la caféine, comme le chocolat, comme l'alcool, comme le sucre, comme certains médicaments, mais aussi tout ce qu'on appelle les drogues récréatives, qui sont des drogues comme les amphétamines ou autres et qui vont permettre en fait d'obtenir un boost du cerveau et un effet récréatif recherché. Alors il faut savoir que déjà cette définition de drogue qu'on a établie, qui est la même que pour le café, l'alcool, le chocolat, je le répète, eh bien correspond principalement aux traitements qui sont les traitements psychostimulants, mais pas aux traitements qui sont les traitements non stimulants. Donc techniquement, quand on prend littéralement la définition d'une drogue, oui, les traitements qui sont donnés pour les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité sont classés comme des drogues. Et en fait, au niveau des traitements, cette définition entre guillemets similaire à des drogues correspond beaucoup plus aux psychostimulants qu'aux traitements qui sont non stimulants, puisque les traitements non stimulants ne vont pas avoir une action si forte sur la modification en réalité du système nerveux. Puisqu'elles vont modifier le fonctionnement du système nerveux, elles vont aussi modifier la chimie du cerveau de l'enfant. Maintenant, quand on est parent, quand on est dans la famille d'un enfant qui a un TDAH, la question qu'on se pose et la question intrinsèque quand on parle de drogue, c'est est-ce que finalement ces molécules-là sont addictives ou un potentiel addictif et est-ce qu'elles pourraient justement créer un dérèglement du système nerveux de notre enfant et créer à terme un phénomène d'addiction. Alors ça pourrait être le cas si les dosages étaient extrêmement élevés, mais il faut savoir que dans le cadre des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité et des prescriptions de traitement, les doses qui sont choisies sont des doses qui sont choisies pour d'une part ne pas créer d'addiction et avoir juste un effet renforçateur au niveau de la dopamine et de la noradrénaline. Il a d'ailleurs été démontré dans plusieurs études que même les traitements qui sont psychostimulants n'ont pas d'effet addictif chez les enfants. Cependant, il ne faut pas oublier que ces traitements sont très efficaces quand ils sont pris et quand, évidemment, on les arrête, ils n'auront pas eu d'effet curatif sur le TDAH, c'est-à-dire que l'enfant se retrouvera avec les mêmes symptômes que ceux qu'il avait auparavant. C'est la raison pour laquelle, en combinaison avec un traitement, même si on choisit un traitement, il est très important de travailler sur le contexte de l'enfant, avec notamment de la psychothérapie, avec pourquoi pas de la psychomotricité, avec des thérapies comportementales, aussi sur le plan de l'alimentation, de la complémentation alimentaire, d'assurer des apports en magnésium, en zinc, d'assurer tout le fond du fonctionnement du système nerveux, puisque le traitement a un effet certes phénoménal, mais transitoire. Il aura un effet uniquement lorsqu'il est pris. Il faut comprendre aussi que dans cette description drogue, pas drogue, ce qui est important, c'est l'intention. Avec quelle intention on donne un traitement pour le TDAH? On ne le donne en aucun cas avec l'intention de droguer nos enfants. Ce traitement, il est donné clairement par les médecins ou par les parents avec l'intention d'améliorer une symptomatique qui est douloureuse soit pour l'entourage, soit pour l'enfant. Et dans la majorité du temps, ce qu'on évalue, c'est surtout la douleur sur l'enfant. Et surtout, avant de proposer un traitement médicamenteux, majoritairement, les médecins vont évaluer si les symptômes du TDAH s'expriment seulement dans un domaine de vie ou dans plusieurs domaines de vie. Ils vont évaluer à quel point ces problématiques et ces symptômes sont invalidants pour la vie de l'enfant. Cependant, il faut bien comprendre que les médicaments qui sont donnés pour le TDAH sont des traitements qui doivent être absolument encadrés avec beaucoup de sérieux. Cela nécessite un suivi médical régulier par le pédiatre et des réévaluations fréquentes, tout simplement puisque ces traitements ont des effets secondaires, notamment sur l'appétit, sur le sommeil, parfois sur la croissance, et tout cela doit faire partie d'une évaluation extrêmement régulière par les médecins qui suivent l'enfant. Alors que répondre sur l'addiction? Eh bien finalement, ces traitements pourraient avoir un potentiel addictif, mais seulement en cas d'abus ou en cas d'usage détourné. C'est-à-dire si on utilise par exemple ces médications dans des doses qui ne sont pas les doses recommandées par le médecin pour avoir des effets par exemple dopants sur la concentration, sur les résultats des examens et sur la capacité de notre cerveau. Un médicament qui est bien prescrit, qui est bien encadré, il est là principalement pour stabiliser l'activité dopaminergique, noradrénergique du cerveau de l'enfant. Et certes, il y a des effets secondaires, c'est la raison pour laquelle ces traitements doivent être rigoureusement encadrés par le médecin. Passons maintenant au dernier chapitre de cette vidéo, parce que pour moi la question c'est même pas vraiment est-ce que c'est une drogue ou est-ce que c'est pas une drogue. La question c'est est-ce que nous, en tant que parents, on se sent ok
de donner ce traitement ou non, ou est-ce qu'on veut aller plutôt vers d'autres solutions ou investiguer d'autres choses. Du coup, mon objectif à la fin de cette vidéo, c'était aussi de vous suggérer un mode de réflexion sur comment vous pouvez justement alimenter votre réflexion autour du traitement du TDAH et comment vous pouvez vous poser les bonnes questions pour faire le bon choix. Et aussi, comprenez que dans une médication, on n'est pas obligé de mettre en place une médication à l'instant tout de suite. On sait qu'au moment où la médication est proposée, plus de 70% des parents ne sont pas en faveur de la médication. C'est tout à fait notre droit en tant que parents de prendre du recul, d'aller investiguer, d'aller regarder ce qui se passe au niveau de la médication, d'essayer de comprendre quels sont les effets positifs, quels sont les effets négatifs, de pouvoir justement peser ce fameux ratio bénéfice-risque et aussi de se dire, ok, est-ce qu'il y a d'autres alternatives et est-ce qu'aujourd'hui j'ai les moyens, par exemple, organisationnels de mettre d'autres alternatives en place pour mon enfant. Donc, dans cette partie, je vais vous suggérer des questions que vous pouvez vous poser pour justement prendre une bonne décision pour vous et pour votre enfant. La première question, qui est une question évidente que devraient se poser déjà les médecins, les centres de diagnostic qui diagnostiquent votre enfant, c'est quels sont les domaines de difficulté. Est-ce que votre enfant est en difficulté dans un domaine, par exemple, un seul domaine qui est l'école? Est-ce qu'il est en difficulté aussi dans ses activités extrascolaires? Est-ce qu'il est en difficulté à la maison? Est-ce qu'il est en difficulté dans la famille? En fait, c'est vraiment important de se poser cette question puisque finalement, si les symptômes concernent un seul domaine et que l'enfant est en difficulté dans un seul domaine, bien évidemment, il y a peut-être moins d'intérêt à médicamenter que si c'est dans 2 ou 3 domaines concomitants. D'évaluer le nombre de domaines aussi dans lequel l'enfant est en difficulté va nous donner une évaluation secondaire qui est quel est le potentiel à ce qu'il dégrade l'estime qu'il a de lui-même à cause de son TDAH. Et là, effectivement, quand on a un enfant qui est en difficulté dans 3 ou 4 domaines de vie, eh bien, on a de fortes chances que, au final, l'estime qu'il a de lui-même soit dégradée puisqu'il va être critiqué à l'école, puisqu'il va être critiqué à la maison, puisque finalement, il ne sera jamais comme il devrait être ou comme les autres voudraient qu'il soit. Et du coup, on peut avoir une forte dégradation de l'estime qu'il a de lui-même. Et ça peut vraiment questionner sur l'intérêt ou non d'un traitement si, justement, l'entourage ne change pas et si on n'a pas les moyens de faire évoluer son entourage. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a déjà tenté? Puisque quand on a le diagnostic d'un trouble déficitaire de l'attention, finalement, ça tombe un petit peu comme ça, de nulle part. Et puis, on se trouve souvent assez démunis avec, pour souvent seule option proposée, la médication et parfois un petit peu les psychothérapies. Mais il y a beaucoup d'autres choses à tenter. Est-ce qu'on a déjà tenté de complémenter notre enfant, notamment avec des minéraux qui sont vraiment des minéraux structurels au niveau de la fonction cérébrale? Je parle des vitamines du groupe B, je parle du magnésium, je parle du zinc, qui sont des minéraux tellement importants de soutien à toute la fonction cérébrale. Des études montrent très clairement que les cerveaux des enfants qui ont un TDAH sont des cerveaux particulièrement dénutris. Et est-ce que cette dénutrition cérébrale ne contribue pas en fait à l'expression des symptômes? Donc qu'est-ce qu'on a déjà tenté? Est-ce qu'on a déjà tenté de modifier l'alimentation? On sait que l'alimentation ne crée pas le TDAH, c'est absolument pas le cas. Par contre, elle va l'influencer. Il est évident qu'un enfant qui a un TDAH et qui, en plus de ça, mange très mal, crée des variations glycémiques permanentes, eh bien, va avoir une activité cérébrale qui va se déstructurer davantage. Donc, est-ce qu'on a déjà tenté ça? Est-ce qu'on peut déjà tenter des choses? Et dans ce cas, c'est une discussion avec les médecins, avec le pédiatre, de se dire, ok, bon, est-ce qu'on peut mettre ça en place, puis ça en place, puis ça en place, puis on prend un nouveau rendez-vous dans 3 mois ou dans 6 mois avec le médecin pour évaluer la situation avec les changements qu'on a opérés. La troisième question, c'est aussi quel est l'âge et le niveau de conscience de notre enfant au moment où on va mettre en place le traitement. Ça, c'est une question qui a été très importante pour moi, de me dire, mais ok, aujourd'hui, mon fils, on lui propose un traitement, il a 6 ans, il a 7 ans, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'on est en train de faire et comment il va pouvoir me reporter quels ont été les effets du traitement? Puisque bien évidemment, quand on met un traitement médicamenteux en place, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Mais on veut surtout que l'enfant se sente bien dans son développement, se sente bien dans ses interactions. Et là, la question, c'est est-ce qu'il est en âge de nous reporter, de nous faire un feedback objectif sur ce qui se passe avec son traitement et sur comment il évolue avec son traitement. La quatrième question qui est très importante, c'est est-ce qu'il y a des comportements à risque? Puisqu'on sait que dans certains troubles déficitaires de l'attention, particulièrement avec hyperactivité, on a des enfants qui ont des comportements à risque pour eux-mêmes, mais aussi à risque pour les autres. Et s'il y a des comportements à risque, bien évidemment, ce sera un élément qui va être favorable à l'instauration d'un traitement, puisque ce qu'on veut, c'est éviter à l'enfant de se mettre en danger ou de mettre d'autres personnes en danger. Et puis il y a une question que j'ai gardée pour la fin puisque j'ai pas la réponse à cette question. C'est une question que je me pose très souvent en étant moi-même TDAH et en ayant un enfant qui a un TDAH.
c'est est-ce qu'on doit vraiment résoudre le TDAH? Moi, j'avoue que si aujourd'hui j'avais une baguette magique et que je pouvais faire disparaître le TDAH de mon fils, je le ferais pas. Si je pouvais le faire disparaître chez moi, je le ferais pas. Pourquoi? Parce que, en fait, oui, je vois la zone sombre du TDAH, mais je vois aussi la zone lumineuse. Je vois aussi la créativité, je vois aussi la façon de penser différente, je vois aussi la façon de s'aligner différente, je vois aussi à quel point quand on a un TDAH, on a besoin de vivre vraiment dans une vie qui est alignée avec ce qu'on aime. Et ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. C'est un énorme moteur de bonheur si on arrive à bien l'ancrer. Et ça, c'est un peu la question finale, effectivement, que je me pose, c'est est-ce qu'on doit absolument faire disparaître le TDAH? D'autant plus que si on regarde un petit peu l'évolution de l'humanité, on voit qu'à chaque fois qu'on a vraiment fait des évolutions massives en termes de technologie, en termes de façon de penser, en termes de philosophie, eh bien on a eu une émergence des cerveaux TDAH. Et du coup, est-ce que c'est un glissement naturel? Est-ce que l'humanité va devenir entièrement TDAH puisque c'est une nouvelle forme de pensée et que la neuroatypie va devenir la norme dans quelques temps? On sait rien de tout ça. Et cette question, j'ai pas la réponse. Mais c'est une question verte que je me pose profondément. Et voilà. Et je me dis finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de traiter une chose qui est juste une évolution naturelle, comme on l'a fait dans beaucoup de pathologies, comme on l'a fait dans différents troubles hormonaux, et que finalement, on devrait juste laisser évoluer et faire évoluer le système avec. En résumé, un traitement, c'est un choix réfléchi et en aucun cas, c'est une honte. En aucun cas, c'est un échec. Ce qui compte, c'est qu'on puisse aider nos enfants le mieux possible. Instaurer un traitement ou ne pas instaurer un traitement, c'est une question qui revient aux parents bien évidemment, mais qui se fait avec le conseil des médecins, des personnes qui ont fait le diagnostic et aussi des thérapeutes qui entourent l'enfant. C'est vraiment une question qu'on doit poser et pas seulement sur un critère qui est-ce que c'est une drogue ou non, est-ce qu'il y a addiction ou non, puisque ces critères-là sont très rassurants sur les traitements. Les critères aussi sur l'efficacité des traitements sont très rassurants. Pour moi, les questions, elles sont d'un autre ordre, elles sont plus profondes, je vous les ai listées là. Vous pouvez peut-être les rédiger et répondre petit à petit à ces questions-là et je pense que vous verrez aussi la voie s'ouvrir. Est-ce que vous mettez en place, ce que vous mettez pas en place? Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie de prise en charge qui soit profondément alignée avec les valeurs que vous avez vous-même en tant que parent. Et bien évidemment, je le répète, on n'arrête jamais un traitement médical en cours et l'avis des médecins est vraiment prioritaire à tout ce que je peux dire ici, dans cette vidéo, et tout ce que vous pouvez comprendre, ou tout le biais que vous pourriez avoir sur les propos que j'ai tenus. Et n'oublions pas qu'il y a tout un autre registre thérapeutique aussi autour du TDAH qui peut être complémentaire en fait au traitement médicamenteux ou qui peut être une première étape avant les traitements médicamenteux si le traitement n'est pas absolument nécessaire. Et donc dans tout ce cadre-là, on retrouve évidemment la psychothérapie, on retrouve les thérapies sensorielles, on retrouve la psychomotricité, on retrouve l'alimentation, on retrouve la complémentation. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce cadre et vous pouvez largement soutenir aussi votre enfant avec tous ces éléments. Par ailleurs, ce sont des éléments que je vous partage dans une formation gratuite que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. J'aimerais bien que vous puissiez mettre en commentaire, vous, quel choix vous avez fait, pourquoi vous avez fait ce choix. J'aime beaucoup réseauter autour de ces décisions et encore une fois, j'aimerais que ces commentaires soient absolument sans jugement, avec beaucoup de neutralité, beaucoup de prise de recul. C'est important, parler avec votre cœur, mais sans jugement. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, pensez aussi à la partager aux personnes qui sont dans le doute et que cette vidéo pourrait aider. Et abonnez-vous à la chaîne NutriGenius puisque nous allons publier régulièrement du contenu autour du TDAH, particulièrement de la nutrition, de la complémentation, mais aussi autour de tous les sujets qui touchent au TDAH. À bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.